Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une véritable épopée moderne de l'industrie française. L'histoire d'Édouard Michelin, ce n'est pas juste la biographie classique d'un grand patron en costume-cravate. Non, c'est le récit fascinant d'un ingénieur d'une rigueur absolue, un capitaine qui a pris la barre d'un géant industriel pétri de tradition pour le propulser, et parfois même de force, dans le XXIe siècle. Son destin, c'est vraiment l'illustration parfaite de la tension extrême entre le poids écrasant d'un héritage centenaire et les exigences, avouons-le, assez brutales de la mondialisation. Au programme de notre exploration aujourd'hui, un parcours chronologique en 6 étapes. On commencera par l'héritage familial et la forge, puis l'épreuve du terrain, la fameuse tempête de 1999, son rôle d'architecte de la modernité, l'innovation comme moteur de croissance, pour finir sur l'ultime chapitre, le cap final. On attaque tout de suite avec notre premier chapitre, héritage et forge, le poids d'une dynastie silencieuse. Il faut vraiment s'imaginer Clermont-Ferrand dans les années 60. Toute la ville est imprégnée par l'odeur du caoutchouc chaud. L'héritage Michelin, là-bas, c'est presque un sacerdoce. C'est dans cette ambiance d'austérité quasi monacale qu'Édouard grandit. Très tôt, on lui fait comprendre que son nom de famille n'est pas un privilège, mais une responsabilité immense envers des milliers de familles ouvrières. Alors pour diriger un tel empire, il faut être forgé par l'exigence. Et sa préparation a été redoutable, limite militaire. Après de brillantes études d'ingénieur à l'École centrale de Paris pour maîtriser la science des matériaux, il ne part pas faire son service militaire derrière un bureau, pas du tout. Il le fait dans l'endroit le plus confiné et sous pression imaginable, à bord du sous-marin nucléaire l'Inflexible. Et il a d'ailleurs eu cette réflexion incroyable sur le service sous-marin. Il disait que c'est le seul endroit où on est en guerre, même en temps de paix. Imaginez un peu la scène. À seulement 24 ans, il est officier de quart à 100 mètres sous les mers. Il apprend à diriger des hommes dans une incertitude totale où la moindre petite erreur de calcul peut littéralement être fatale. C'est vraiment cette isolation extrême qui a forgé son style de management. Un calme olympien, toujours prêt à gérer la crise. C'est aussi là, dans ces abysses d'acier, qu'il a développé un respect immense, presque fataliste, pour la puissance implacable de l'océan. Ce qui nous amène au chapitre 2, l'épreuve du terrain, de l'atelier jusqu'à l'Amérique. Dans la philosophie familiale, il était absolument hors de question que le futur grand patron s'installe dans son fauteuil sans avoir senti la gomme brûlante sur le terrain. L'évolution de son leadership s'est donc faite en 3 actes très concrets. Premier acte, au Pion-Velay. Il bosse en équipe de nuit pour comprendre la matière, pour analyser intimement pourquoi un pneu éclate ou a un défaut. Deuxième acte, à Montceau-les-Mines, où là, c'est la gestion humaine qui prime. Il apprend à écouter la réalité ouvrière et syndicale. Et enfin, le grand saut vers Greenville, aux États-Unis. Là, c'est l'électrochoc. Il s'imprègne d'un management beaucoup plus horizontal, hyper pragmatique, basé sur la donnée pure, histoire d'être armé face à la concurrence américaine. C'est carrément là-bas qu'on a commencé à le surnommer l'Américain. On passe au chapitre 3, un tournant décisif. La tempête de 1999, son véritable baptême du feu. Juin 99, siège de Clermont-Ferrand. L'ambiance est hyper solennelle. François Michelin passe officiellement le relais à son fils avec cette petite phrase toute simple mais d'une lourdeur incroyable. « Édouard, à toi le soin ». 4 petits mots pour lui confier les clés d'un empire de 120 000 salariés. À 36 ans à peine, le voilà aux commandes. Sauf que le contexte est explosif. L'entreprise vieillit et doit faire face à une concurrence asiatique d'une férocité complètement inédite. Le navire est majestueux, c'est sûr, mais il doit de toute urgence gagner en agilité. Et là, c'est le grand choc de l'automne 99. La dissonance cognitive est totale. D'un côté, Michelin annonce des profits records, en hausse de 45%, mais de l'autre, on dévoile un plan de restructuration qui supprime 7500 postes en Europe. Pour notre ingénieur centralien formé aux méthodes américaines, l'équation est purement mathématique et préventive. Il faut alléger la structure pour sauver l'entreprise face à la mondialisation. Mais pour l'opinion publique française, c'est un véritable scandale. Du jour au lendemain, ce jeune patron discret se retrouve caricaturé dans tous les médias comme le symbole même d'un capitalisme impitoyable. Sa fameuse justification à l'époque, c'était « il faut réparer le toit quand il fait beau ». Logique, non ? Sauf que le retour de bâton médiatique et politique a été d'une violence inouïe. Ça a laissé des cicatrices profondes chez cet homme, pourtant si réservé. Mais il en a tiré une leçon absolument vitale. Avoir raison sur les marges financières, ça ne suffit pas. Il a compris, un peu dans la douleur d'ailleurs, que les dynamiques sociales et la pédagogie sont tout aussi indispensables à la survie d'un grand groupe. Chapitre 4. Architecte de la modernité. Ou comment transformer un tel géant. Transformé par cette crise médiatique, il devient alors l'architecte en chef du nouveau Michelin. Et franchement, le contraste avec l'ancienne méthode est radical.
Avant, on avait un groupe assez lent, divisé en espèces de baronnies géographiques, avec un culte quasi paranoïaque du secret. En appliquant son expérience américaine, il explose littéralement ses silos. Il crée des business units mondiales ultra réactives. Mieux encore, il utilise sa rigueur d'ingénieur pour imposer une transparence financière totalement inédite en interne et réoriente massivement les usines vers la production de pneus écologiques et de haute technologie. Et sur le terrain des relations sociales, ces réformes changent tout. Par exemple, au lieu de subir passivement la nouvelle loi des 35 heures, il l'anticipe et négocie en échange une flexibilité annualisée du temps de travail, un coup de maître pour préserver la réactivité des usines. Pour retisser le lien de confiance après le choc de 99, il lance un plan massif d'actionnariat salarié. Les employés finissent par détenir 5% du capital de la boîte. Et sur une note plus visuelle, il ose même dépoussiérer le sacro-saint bibendum. Le logo est rendu plus svelte, plus dynamique, prêt pour l'ère numérique, sans jamais perdre ce côté bienveillant qu'on lui connaît tous. Chapitre 5. L'innovation comme moteur, sur le grand champ de bataille mondial. Maintenant que l'organisation interne est huilée et modernisée, il faut passer à l'attaque. Et son arme fatale, c'est l'innovation technologique. Les marchés européens et nord-américains étant saturés, l'expansion vise les pays émergents. Mais attention, la stratégie n'est pas d'y aller pour chercher de la main-d'œuvre au rabais. Non, l'idée c'est d'y exporter l'excellence en recherche et développement. En Chine, c'est le déploiement des pneus verts de pointe. En Inde, on mise à fond sur les pneus radio pour les poids lourds. La Russie devient un laboratoire à ciel ouvert pour les tests en froid extrême et le Brésil sert de terrain d'essai pour les charges colossales sous chaleur tropicale. La haute technologie française est directement transférée sur le front mondial. Et pour prouver que cette technologie est la meilleure au monde, quel est le laboratoire extrême par excellence? La Formule 1. Le retour de la marque en F1 en 2001 est un choix hyper stratégique, froidement calculé. Face au grand rival Bridgestone, qui misait sur la constance thermique, l'approche est ici totalement différente. On mise tous sur une innovation chimique de pointe et une flexibilité des gommes offrant une adhérence absolument maximale. Le mantra est clair, l'excellence technique démontrée sur la piste le dimanche doit faire vendre des pneus en magasin dès le lundi. L'apothéose de cette stratégie survient en 2005. Cette année-là, le règlement de la Formule 1 change de manière drastique et impose un seul train de pneus pour toute la durée d'une course. C'est le terrain de jeu rêvé pour faire briller cette fameuse endurance chimique. La concurrence est tout simplement écrasée. C'est une victoire technologique absolue, couronnée par le championnat du monde de Fernando Alonso. Aux yeux du monde entier, le génie technique d'Edouard et de ses équipes est définitivement validé. Nous voilà arrivés à notre dernier chapitre, le chapitre 6, le cap final, l'héritage d'un véritable capitaine. Pour vraiment cerner l'homme derrière le dirigeant, il faut parler de ce qu'on appelle le servant leadership, ou leadership de service. Édouard Michelin fuyait les mondanités parisiennes. Il puisait sa force ailleurs, dans la théologie, dans de longues marches solitaires sur les volcans d'Auvergne et dans une conscience écologique très, très en avance sur son temps. Pour lui, l'autorité n'avait de sens que si elle était mise au service des autres. Il ne se voyait pas du tout comme le grand maître d'un empire, mais plutôt comme le simple intendant d'une création qu'il se devait de préserver. Mais le destin bascule de façon tragique le 26 mai 2006. Lors d'une rare journée de repos consacrée à sa grande passion pour l'océan, l'impensable se produit. Le bateau de pêche Liberté fait soudainement naufrage dans les courants impitoyables du Raz de Sein, en Bretagne. À seulement 42 ans, ce grand visionnaire est tapé par la mer qu'il respectait tant. L'onde de choc est planétaire et la région Auvergne tout entière se fige littéralement dans le deuil. Pourtant, le plus beau témoignage de l'efficacité de son travail, on le trouve dans ce qui a suivi ce drame. La plupart des entreprises auraient paniqué, les marchés se seraient effondrés. Mais là, l'entreprise a tenu bon. L'architecture globale qu'il avait si minutieusement construite, avec ses unités décentralisées et sa structure hyper robuste, a permis une transition dans le calme. En fait, la fondation de la maison a été devenue tellement solide qu'elle a pu survivre à la perte soudaine de son propre architecte. Aujourd'hui encore, son héritage industriel façonne concrètement notre quotidien sur les routes. Pensons aux pneus verts à faible résistance au roulement, devenus un standard mondial. Pensons aussi à l'anticipation de la mobilité connectée, une idée qu'il avait nourrie en siégeant au conseil d'administration de Nokia. Sans oublier bien sûr cette base d'employés actionnaires, investis et fiers. Il a vraiment réussi l'exploit de métamorphoser une industrie de matière inerte en une intelligence globale de la mobilité. Pour refermer ce décryptage, une dernière réflexion s'impose naturellement. Comment la vision d'un seul individu peut-elle réussir à changer définitivement la trajectoire d'une industrie plus que centenaire, tout ça sans jamais en briser l'âme?
Édouard Michelin a prouvé qu'il était possible d'allier la plus stricte rigueur mathématique avec une véritable profondeur spirituelle et humaine. Il a su moderniser les rouages de l'industrie tout en restant infiniment fidèle au volcan silencieux de son enfance, un cap tenu fermement, contre vents et marées, et dont le sillage n'a certainement pas fini d'orienter le monde de demain.